Bonjour et bienvenue. Imaginez un peu, partout en Europe, des géants de pierre se dressent, silencieux. On les appelle les mégalithes. Et franchement, ça fait des millénaires qu'ils nous posent une colle. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de ce mystère. Qui a bien pu construire ça? Et surtout, pourquoi? C'est la grande question, n'est-ce pas? Qui étaient ces gens et qu'est-ce qui a pu les pousser à consacrer une énergie, mais une énergie folle, à dresser ces énormes blocs de pierre? C'est une véritable enquête que l'on va mener, en suivant les indices qui nous ont laissés gravés dans la roche ou enfouis sous terre. Prenez Karnak par exemple, c'est juste incroyable. On a des milliers de pierres là plantées, alignées sur plus d'un kilomètre. Et attention, on ne parle pas de cailloux. Certaines pèsent des dizaines de tonnes. Essayez d'imaginer l'effort que ça représente il y a 6000 ans, sans grue, sans camion, sans rien de tout ça. C'est un chantier absolument titanesque. Il a fallu toute une communauté mobilisée pendant des années pour réussir un tel exploit. Bon, alors, qui sont-ils ces fameux architectes de la préhistoire? Pour le découvrir, il faut qu'on fasse un petit bond dans le passé, un très grand bond même, jusqu'à une époque qui a tout changé pour l'humanité. Alors là, oubliez tout de suite le cliché des nomades qui courent après les mammouths. Non, non. Les gens qui ont bâti ça, ce sont les tout premiers agriculteurs d'Europe. On est en pleine période du néolithique et ça, c'est une révolution, mais une vraie. Pour la première fois, on se pose, on cultive la terre, on élève des animaux, on bâtit des villages qui durent. C'est toute une façon de voir le monde, de s'approprier un territoire qui est en train de naître. Et ces pionniers, figurez-vous, ils ne sont pas restés tranquillement chez eux. Ils ont pris la mer. Oui, ils ont navigué. Probablement sur des pirogues en longeant les côtes de l'Atlantique, et quand ils débarquaient, attention, ils n'arrivaient pas dans un no man's land, pas du tout. Les territoires étaient déjà peuplés par des groupes de chasseurs-cueilleurs, les gens du Mésolithique, qui étaient là depuis des lustres. Et là, forcément, la rencontre entre ces deux mondes, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a pris du temps. On parle de plusieurs siècles de contacts, d'échanges, de commerce, un vrai brassage. Et de cette fusion, une toute nouvelle société a émergé. Une culture hybride qui a pioché dans les deux héritages. C'est cette culture absolument unique qui va être le berceau de l'un des phénomènes les plus fous de la préhistoire, le mégalithisme. Ok, donc on sait à peu près qui. Maintenant, la question à un million, pourquoi? Pourquoi se donner tout ce mal pour dresser des cailloux géants? Eh bien, pour le comprendre, il faut regarder à quoi ils servaient. Alors, le premier type de construction qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un tumulus. Le mot a l'air un peu savant, mais en fait, c'est très simple. Imaginez une colline, sauf qu'elle n'est pas naturelle. C'est une énorme butte de terre et de pierre construite par l'homme. Et son but, c'était de servir de coffre-fort géant, de protection pour ce qu'il y avait dedans. Et dedans, il y avait des tombes. Justement, au cœur de ces tumulus, on trouve très souvent un dolmen. Le nom vient du breton, ça veut dire table de pierre. Et quand on en voit un, on comprend tout de suite pourquoi. Le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas la tombe d'un roi ou d'un grand chef, c'est un caveau collectif. Pensez à un caveau de famille, mais version préhistorique. On y a déposé les morts de la communauté pendant des générations, parfois pendant plus de 1000 ans. Et à côté de ça, il y a le menhir, la fameuse pierre longue ou pierre levée. Parfois il est tout seul, planté au milieu d'un champ, majestueux. Parfois il y en a des centaines, alignés. Mais là, contrairement au dolmen dont on connaît la fonction, pour le menhir, c'est le mystère absolu. On ne sait pas. Aucune idée. C'est un vrai casse-tête pour les archéologues. Et c'est ce qui fait tout son charme, non? Donc, pour résumer, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. On a ce contraste hyper net. D'un côté, les dolmens. On sait que c'était pour les morts, des tombes collectives, c'est clair. De l'autre, les menhirs. Là, c'est le grand point d'interrogation. Des bornes, des calendriers, des symboles religieux. On a plein de théories, mais aucune certitude. Le mystère reste entier. Attention, hein, il ne faut surtout pas croire que ces tombes étaient juste des tas de pierres brutes. Non. L'extérieur peut paraître simple, mais quand on pénètre à l'intérieur, on change de monde. Il y a des endroits comme à Gavrinis en Bretagne qui sont de véritables œuvres d'art. Les murs sont entièrement recouverts de gravures incroyables, des spirales, des haches, c'est hypnotique. On n'est plus dans une simple tombe, on est dans un véritable sanctuaire. Et cet art, évidemment, il nous raconte des choses sur leurs croyances. Qu'est-ce qu'on y voit? D'abord, un culte des ancêtres très puissant. Ça, c'est sûr. On devine aussi des figures de déesses mères liées à la fertilité de la terre. Et puis, il y a le truc le plus fou, l'astronomie. Beaucoup de ces monuments sont orientés au millimètre près sur le lever ou le coucher du soleil au solstice. Ça veut dire une chose, ces gens étaient des astronomes. Ils observaient le ciel et comprenaient parfaitement les cycles cosmiques. Bon, on a parlé des dolmens, des menhirs, mais impossible de parler de mégalithes sans évoquer le plus célèbre de tous. Allez, on traverse la Manche direction l'Angleterre pour percer les secrets de Stonehenge.
Le voici, Stonehenge. Tout le monde connaît cette silhouette, c'est une véritable icône. Mais attention, première idée reçue à démolir, Stonehenge n'a pas été construit d'un seul coup. Pas du tout. C'est un chantier qui s'est étalé sur 1500 ans. C'est absolument énorme. Pour se donner une idée, c'est comme si on avait commencé à construire Notre-Dame de Paris au temps des Gaulois et qu'on l'avait terminé aujourd'hui. Alors, comment ça s'est passé? Au tout début, vers 3100 avant Jésus-Christ, c'était assez simple. Juste un grand fossé circulaire qui servait de cimetière. Et puis, plus rien. Pendant 1000 ans. C'est long 1000 ans. Et puis, de nouvelles populations arrivent et installent le premier cercle de pierres, les fameuses pierres bleues. Mais le bouquet final, le plus spectaculaire, arrive encore plus tard, quand on érige ces colosses de grès et qu'on pose les linteaux dessus pour former la structure que tout le monde a en tête. Le moment clé, le vrai tournant dans l'histoire de Stonehenge, c'est l'arrivée d'un nouveau groupe depuis le continent, vers 2500 avant notre ère. On les appelle les campaniformes, tout simplement à cause de la forme de leur poterie en cloche. Et ils ne débarquent pas avec juste des poteries, ils amènent avec eux la métallurgie. Ils savent travailler le cuivre, l'or, c'est une révolution technologique. Ils ont aussi de nouvelles croyances, de nouveaux rites, et ce sont eux qui vont vraiment faire de Stonehenge le monument incroyable qu'on connaît. Stonehenge atteint son apogée à l'âge du bronze. Mais, et c'est tout le paradoxe, cette même période marque le début de la fin pour la grande aventure des mégalithes en Europe. On voit très bien sur cette carte cette vague de changements qui déferle sur toute l'Europe. Les cultures de l'âge du bronze, avec les campaniformes en première ligne, se diffusent un peu partout. Et avec elles amènent non seulement de nouvelles technologies, mais aussi de nouveaux réseaux commerciaux et, plus important encore, une toute nouvelle façon de voir le monde. Et le changement de mentalité est radical. La société néolithique était fondée sur le groupe, le collectif. Maintenant, avec l'âge du bronze, c'est l'individu qui prime. Le prestige, ce n'est plus le grand monument du clan. C'est l'épée en bronze que l'on porte à la ceinture, c'est l'objet en or que l'on possède. Dans ce nouveau monde qui valorise le statut personnel, le guerrier, les grands chantiers collectifs qui demandaient des efforts sur des générations, ça n'a tout simplement plus de sens. Et c'est comme ça que l'âge des géants de pierre s'est terminé. Les sociétés qui les ont érigés ont disparu. Leur langue, leurs croyances, tout s'est perdu. Mais leurs pierres, elles, sont restées. Ce sont les témoins silencieux d'un monde qu'on a du mal à se représenter. Et elles nous prouvent une chose. La capacité de l'être humain à laisser une trace qui dure, une empreinte presque éternelle. Et ça, forcément, ça nous amène à nous poser une question. Dans 5000 ans, que restera-t-il de nous, de notre civilisation? Quelle sera notre pierre levée?